Et oui, nous retrouvons Ulrike Reisner pour ce nouvel épisode de À l'Est, rien de nouveau. Rien de nouveau. Ou quoi de nouveau? Ou quelque chose de nouveau, nous ne savons pas. Hein? Ou quoi de nouveau? On va parler de ce qui se passe dans les pays germanophones, les pays germaniques, spécialement en Allemagne. Je rappelle à tous nos lecteurs qu'ils peuvent retrouver le Courrier des Stratèges d'abord sous forme de journal en ligne avec des analyses qui sont jugées quand même très précieuses et approfondies, qui sont souvent des analyses, enfin qui sont toujours des analyses qu'on ne trouve pas ailleurs, avec un point de vue plutôt libertarien, tout particulièrement les chroniques régulières, les chroniques des Habsbourg, le journal des Habsbourg, que Ulrike publie plusieurs fois par semaine dans le journal, et qui sont une mine d'informations sur ce qui se passe dans l'autre partie de l'Europe. Tu as fait du latin comme moi, tu sais que c'est germanique, qui transrelum, vinculunt. Vous qui habitez au-delà du Rhin, les Français souvent ne s'intéressent pas à ce qui se passe au-delà du Rhin. Il y a malheureusement de plus en plus de Français qui ne s'intéressent qu'à ce qui se passe en France. Et quand je dis qu'ils s'y intéressent, je l'ai encore vu dans les commentaires sur l'émission Stratégone qu'on a faite hier. Il y a vraiment, à mon avis, une inquiétude à avoir sur le nombre de Français qui se disent « mais nous, on veut transformer la France en Albanie, on veut s'occuper de nous et le reste du monde, ça ne nous regarde pas ». Je trouve ça effrayant. En tout cas, moi qui ai une grande image, une grande idée de la France, je suis effrayé de voir ça. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur le Courrier des Stratèges pour avoir des informations de haut niveau et qui sont en effet des informations qui ne remuent pas la colère, mais visent à éclairer le public. J'en profite quand même pour dire, puisque hors antenne, Ulrike et moi, nous parlions de la situation économique. Je disais à Ulrike, mais moi, en tant que chef d'entreprise, ça fait plus de 15 ans, enfin 15 ans que je suis chef d'entreprise, je suis effrayé par ce que je vois, c'est-à-dire la bureaucratie, ce que les Français ne supportent pas que je dise, mais pourtant c'est vrai, tous les patrons le confirment. Je suis frappé par la paresse grandissante. On ne trouve plus personne pour travailler. Je discutais avec un chef d'entreprise de Strasbourg hier qui me dit « mais moi, j'ai maintenant 20% de mes salariés sont étrangers parce que de toute façon, les Français ne veulent plus travailler, deux, les étrangers sont meilleurs que les Français. » Oui, c'est ça, exactement. Les Africains. Et est-ce que tu as la même perception, vieux con en Autriche? Oui, complètement. Je pense que c'est tout à fait pareil, non seulement en Autriche, mais aussi en Allemagne. Il faut constater, on a discuté ça avant l'émission, Eric et moi. Je passe comme entrepreneur, je passe à peu près 30% de ma journée avec des trucs administratifs, hein, qui personne ne paie pas. Hein? Et ça, c'est un problème, un grand problème, non seulement pour les pays germanophones, mais aussi pour l'Europe. Et il me semble que ça devient de plus en plus compliqué, l'administration, l'écoute et bien sûr les travailleurs. Ça, c'est toujours un problème aussi chez nous, un grand problème, parce que il me semble aussi que chez nous, ce sont à peu près 30% des gens qui travaillent et les autres ne travaillent pas. Et si tu regardes la démographie, ça deviendra très rapidement encore pire. Alors, ce qui moi me fait peur, après on va parler des sujets allemands qui ne sont pas très différents en réalité. Moi, je le redis, je sens qu'en France notamment, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Donc les Français adorent dire c'est très dur, on travaille beaucoup trop, on est mal payé, il nous faut plus de services publics, mais moins d'impôts, et les riches doivent payer plus. Moi, je suis effrayé de voir qu'en réalité, aujourd'hui, un patron, comme tu le dis, un employeur qui crée de l'emploi, c'est d'abord quelqu'un qui fait vivre l'administration, qui occupe les fonctionnaires. Exactement. Hein?
C'est ça, c'est tout à fait la même chose chez nous. Alors, on va Alors, parler de Monsieur Merz, parce que bien vous sûr. avez les Allemands ont maintenant un chancelier, Mhm, qui est Monsieur Friedrich Merz, dont tu as beaucoup dit, à juste titre, qu'il était un proche de BlackRock. mhm, Et il fait un certain nombre de déclarations mhm. que, que moi je vois tomber sur les fils Oui, d'information. oui, oui. Je me dis, ce gars est fou. Alors, je voulais que tu les commentes. Il a dit qu'il pourrait envoyer des missiles allemands sur le pont d'Odessa pour aller vite, en Crimée. Il a dit qu'il voulait que l'armée allemande devienne l'armée la plus forte d'Europe. Mhm, Alors là, bon, et il a dit que maintenant il voulait développer avec l'armée britannique mhm, des missiles Pluton, donc des mhm, missiles qui ont, c'est pas Pluton, c'est des missiles qui auraient une portée de mhm, 2000 km. mhm. Alors, qui est ce militariste que vous avez, enfin que les Allemands ont choisi, et on a vu qu'il avait été mal choisi puisque il a failli ne pas être élu. Mhm. Bon, alors, je pense que c'est la meilleure chose si on commence par un extrait de l'entretien de Merz hier qu'il a apporté au Bundestag, parce que c'était la première déclaration de Friedrich Merz auprès du Bundestag, c'était hier. Et il a parlé, il faut dire ça, parce qu'il faut faire toujours attention seulement regarder les fils. C'est un problème parce que c'est tout à fait des trucs et ça semble être très important. Mais si tu observes cet entretien de Friedrich Merz auprès du Bundestag, on peut constater que Friedrich Merz a parlé de beaucoup de choses, dont bien sûr aussi la question de la sécurité, la situation de la défense et bien sûr aussi de l'Ukraine. Mais j'ai préparé un extrait parce que je pense pour les spectateurs c'est intéressant de écouter exactement ce qu'il a dit, Friedrich Merz. Alors Friedrich Merz a dit hier, nous ne voulons et nous ne devons jamais perdre de vue que nous formons en Europe avant tout une communauté de valeurs et de culture. Alors il a cité Helmut Kohl dans cet entretien. L'Allemagne doit être un partenaire fort et fiable et la Bundeswehr a un rôle particulièrement important à jouer. Dans ce contexte, le renforcement de la Bundeswehr est pour nous une priorité. Le gouvernement fédéral mettra à l'avenir à disposition tous les moyens financiers dont la Bundeswehr a besoin pour devenir l'armée la plus puissante d'Europe sur le plan conventionnel. Alors, c'est une citation exacte d'entretien de Friedrich Merz. Alors, d'un point de vue d'une auditeur, d'un spectateur du monde germanophone, je vois que le gouvernement veut apporter quelque chose comme une nouvelle sécurité. Le gouvernement allemand souhaite continuer à soutenir fermement l'Ukraine. L'Allemagne doit renforcer en permanence sa capacité de défense. Et ils veulent bien mettre à la disposition tous les moyens financiers nécessaires pour que cette armée devienne l'armée la plus puissante conventionnelle en Europe. Alors, c'est ce qu'a dit Merz. Mais je pense qu'il est toujours très important de analyser un entretien comme celui dans le contexte. Et je vais bien essayer d'expliquer avec toi ce contexte pour mieux comprendre ça veut dire quoi maintenant pour l'Allemagne et bien sûr pour l'Europe. Alors, je vais poser la question, je vais, comme on dit en français, mettre les pieds
dans le plat. Mhm. Est-ce que tu crois réellement Mhm. que l'Allemagne, Mhm. les Allemands sont prêts à développer l'armée la plus puissante d'Europe? Je pense qu'en ce moment, c'est absolument impossible à dire. Parce que on a, disons, une période de 10 ans ou même plus pour que tout ça peut être réalisé. Et on sait bien que c'est très difficile de faire des prognoses à l'avenir. Pronostic. Prognostics, pardon, des pronostics pour l'avenir. C'est très, 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 très difficile. Je ne sais pas pourquoi Merz a choisi ce mot, l'armée la plus puissante. Hein, c'est intéressant. Il n'a pas expliqué ça, il n'a pas donné des détails. Pourquoi il a dit ça? Je pense qu'il a dit ça parce qu'il voulait avoir quelque chose comme, disons, un chapeau. Hein, pour les médias, parce qu'il savait bien s'il disait ça, on va le mettre au chapeau. Et bien sûr, ça s'est aussi réalisé. C'était un titre, bien sûr. Je pense pour l'Allemagne, ça serait très 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 difficile parce que si c'est permis, je vais donner quelques idées en ce qui concerne la situation actuelle de l'armée allemande parce que sans ces détails, c'est impossible à faire des pronostics. Bien sûr, grâce à l'assouplissement du frein d'endettement, Merz a maintenant théoriquement dégagé quelques 400 milliards d'euros supplémentaires pour la défense allemande. C'est-à-dire, on a commandé aussi, par exemple, des avions F-35, on a commandé des hélicoptères de transport, on a commandé des sous-marines. Cela semble très bien, mais en réalité, l'armée allemande manque cruellement d'armes, de munitions et de matériel. Si tu lis, par exemple, des entretiens avec des officiers ou des membres de l'armée allemande, il dit toujours, alors, il nous manque du matériel partout. Hein? C'est-à-dire, bien sûr, des commandes ont été passées auprès de l'industrie de l'armement, mais cela reste largement insuffisante dans l'ensemble et l'horizon temporel s'étend sur 10 ans ou même plus. Hein? Et il faut aussi constater que à cela s'ajoute, par exemple, l'évolution des missions. Si nous prenons, par exemple, la marine de l'Allemagne en ce moment, aujourd'hui, la plus petite marine que l'Allemagne ait jamais eue doit couvrir la plus grande zone d'opération jamais vue dans le mer Baltique et dans l'Atlantique du Nord. Il faut toujours mettre le contexte. Hein? C'est-à-dire, nous voyons en Allemagne une armée affaiblie, parce qu'on a cessé de moderniser, on a cessé d'acheter des armes, etc. Et il faut dire aussi que pour répondre aux futures exigences de l'OTAN, il faudra, au sein d'Allemagne, jusqu'à 70 000 soldats supplémentaires. 70 000, justement, pour répondre aux futures exigences de l'OTAN. Le manque du personnel est un défi plus important pour la Bundeswehr que le manque de matériel. Ça, c'est un très grand problème. Et moi, je ne vois pas de solution pour ça, parce que en ce moment, avec ce gouvernement, avec les sociodémocrates, une obligation de service militaire est presque impossible.
Hmm. C'est pour ça que je ne vois pas de solution pour ce problème. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que tu comprends, je sais que c'est un sujet délicat, mais tu comprends que l'Allemagne n'est pas n'importe quel pays en Europe. Et que officiellement, l'Allemagne est désarmée, ou en tout cas encadrée depuis 1945, et on sait tous pourquoi. Mais elle avait déjà eu ce problème en 1918, et Hitler avait remilitarisé en 7 ou 8 ans. Avec des faiblesses d'ailleurs qu'il a petit à petit comblées. Mais donc l'Allemagne a cette expérience de la démilitarisation et de la remilitarisation rapide. Et donc, nous, lorsque nous entendons le chancelier Merz dire « Nous voulons l'armée la plus puissante d'Europe », oh, tu comprends très bien ce que je veux dire. Moi, aujourd'hui, un Autrichien, un Allemand de la rue, lorsqu'ils entendent ça, ça produit quelle réaction sur eux? Il faut, moi je suis franche, comme toujours, ça produit aucune réaction chez nous, parce que tout le monde sait bien, en tout cas c'est la même chose en Autriche, mais on parle aujourd'hui de l'Allemagne et pas d'Autriche. Tout le monde sait que la Bundeswehr est affaiblie. Tout le monde sait que en ce moment il n'y a pas d'obligation de service militaire. En ce moment, on sait il manque du matériel, des armes, du personnel. Hein? C'est-à-dire, tout le monde sait que c'est bien facile de dire on va faire ça, 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 mais tout le monde sait que c'est presque impossible de faire ça. Et il faut acheter une autre chose. Si tu parles avec des officiers ou des gens qui connaissent bien la situation au Bundeswehr, tout le monde dit un problème, c'était les aides militaires pour l'Ukraine. Parce que l'Allemagne a donné non seulement beaucoup d'argent, mais aussi des armes, de la munition, etc. à l'Ukraine. Et c'est aussi un problème pour le Bundeswehr parce que on a donné tout ça à l'Ukraine et maintenant il manque aussi ce matériel. Hein, et ces armes. Je pense que c'est tout à fait la même chose dans d'autres pays en Europe, mais en Allemagne, c'est bien sûr une chose très difficile parce que l'Allemagne a beaucoup soutenu l'Ukraine. Alors, tu voulais montrer d'ailleurs un petit graphique qu'on a préparé. Ah oui, j'ai préparé quelque chose parce que c'est toujours intéressant. Oui, on peut... ce que tu as... Oui, ça, alors ce sont les aides accordées à l'Ukraine pendant la période du janvier 2022 vers le fin de février 2025 et on voit bien que les montants d'argent et des aides les plus grands sont venus du côté des États-Unis. On connaît bien cette chose. C'est aussi, si on observe les entretiens de Donald Trump, on peut imaginer de quoi on parle ici. Et bien sûr, il y avait les aides de l'UE, alors des fonds, etc., du côté de l'UE. Et puis suivre l'Allemagne. Et on voit ça, que ce sont à peu près 15 milliards d'euros, c'est en bleu ici, 15 milliards d'euros des aides militaires. Et c'est pour ça que je dis beaucoup qui connaissent bien la situation du Bundeswehr critiquent le fait que l'Allemagne ait fourni trop d'argent et trop de matériel à l'Ukraine sans avoir de plan pour les remplacer. C'est pour ça que je dis il faut toujours observer le contexte. Hein? Si Merz dit on va avoir l'armée la plus puissante en Europe, bon, regardons aussi le contexte. L'Allemagne a déjà mis à la disposition de l'Ukraine 7 milliards d'euros pour l'achat d'équipements militaires, auxquels s'ajoute, on dit,
autorisation d'engagement de plus de 8 milliards d'euros pour les années 2026 à 2029. Ensemble, c'est 15 milliards d'euros pour des aides militaires. L'Allemagne finance, par exemple, la défense aérienne, des drones, des véhicules blindés, des obusiers blindés, des chars de combat, etc., etc. C'est-à-dire, l'Ukraine commande tout ce matériel et l'Allemagne paie pour ça. Alors, si on ajoute ce contexte, ça devient de plus en plus clair qu'il faut être très, très, très prudent si on dit on va faire l'armée d'Allemagne, l'armée la plus puissante en Europe. C'était, selon moi, plutôt un message pour à la Commission, c'était un message à l'OTAN, c'était bien sûr aussi un message à Donald Trump, parce que Donald Trump a beaucoup de fois critiqué que l'Allemagne ne paie pas assez pour comme membre de l'OTAN, etc., etc. Alors, il faut toujours regarder cette chose que cet entretien hier a aussi contenu un message envers l'OTAN, envers la Commission et bien sûr envers les États-Unis. Bon, c'est l'occasion, ce tableau du site de Statista, hein, un site assez sérieux, c'est l'occasion de montrer que la France est le pays d'Europe qui a le moins donné. On a moins donné que le Danemark, que les Pays-Bas, que la Suède. Mmh. On a essentiellement donné des armes. Mmh. C'est l'Union européenne en tant que telle qui a donné de l'argent. Mmh. Tout ça pour dire donc que tu nous rassures, mais je voudrais quand même que tu sois très clair sur la question que je vais te poser, qui, moi, j'ai la conviction que cette question, elle va arriver dans un an et demi en Europe. Est-ce que Merz, qui est face à des difficultés économiques systémiques, des difficultés qu'il n'a pas choisies, la désindustrialisation allemande est un fait. On a beaucoup sur le courrier cette semaine. J'invite les lecteurs à regarder l'interview que j'ai faite de M. Fourfari, qui était fonctionnaire à la Commission européenne, à la direction énergie, qui a réexpliqué comment la décision qu'Angela Merkel a prise en 2006, après le tsunami au Japon et le problème de la centrale de Fukushima, la décision qu'Angela Merkel a prise de sortir de l'énergie nucléaire a des conséquences terribles pour l'Europe et pour l'Allemagne d'abord. Voilà. Et l'Allemagne nous oblige à avoir une énergie chère parce qu'au fond, l'Allemagne fait payer à tous les Européens le prix de cette sortie du nucléaire. Et donc, tout ça, ce n'est pas Friedrich Merz qui en est le coupable. Il doit gérer maintenant. Et il doit assumer une situation dans un cadre où il est politiquement affaibli. Est-ce que il peut exister une tentation allemande de sortir de son corner comme elle en est sortie dans les années 30? Est-ce que le militarisme allemand peut revenir? Non. Personnellement, je pense que non, parce que je répète, j'ai répété plusieurs fois, de notre point de vue, des Allemands, des Autrichiens, Friedrich Merz est un chancelier déjà affaibli. Cet homme est affaibli. Il est dans un gouvernement avec les sociodémocrates extrêmement difficile, c'est-à-dire il y a toujours des ruptures entre les conservateurs et il y a déjà des ruptures entre les conservateurs et les sociodémocrates, c'est-à-dire si on parle de la défense, si on parle du militarisme,
Merz, un chancelier comme Friedrich Merz, fasse non seulement un partenaire de coalition qui dit non au service obligatoire militaire, qui dit non à la livraison de Taurus pour l'Ukraine, par exemple, et il fasse une opposition avec l'AfD et avec la gauche qui disent aussi non à la livraison des armes et à la militarisation et qui dit non à la guerre, etc., etc. C'est pour ça que si tu regardes, si tu analyses le contexte en Allemagne, c'est un contexte qui supporte jamais une militarisation de ce pays. C'est plutôt une question si c'est un signe, si c'est, disons, un signe fort auprès de l'industrie de l'armement. Et pour l'économie, bien sûr, c'est aussi un argument, hein, parce que on cherche maintenant dans les pays germanophones, on cherche partout des possibilités pour pousser un peu le développement industriel, pour pousser un peu l'économie, et on essaye ça par deux piliers. C'est le pilier de l'armement, de rearmement, parce que ça pousse aussi l'économie, ça pousse aussi l'industrie. Hein? Et le deuxième pilier, ce sont des investissements de l'État, c'est-à-dire dans les infrastructures, etc. C'est notre programme, si on peut dire comme ça, en ce moment, parce qu'il manque partout des idées pour relancer l'économie et pour pousser l'économie, hein, qui est en récession. Il faut toujours souligner ça, qui est en récession dans nos pays. Bon, écoute, on espère que tu as raison, mais je trouve quand même qu'on est en train de rentrer dans un scénario. Je ne sais pas si tu as vu, c'est vraiment le mot de la fin, l'histoire du bateau russe de transport de gaz, je crois, qui a été arraisonné par un bateau estonien et un bateau de guerre, et un avion russe a pénétré l'espace territorial de l'Estonie pour libérer le bateau. Je ne sais pas si tu as vu cette histoire. Non, elle n'a pas vu. Non, j'ai pas vu. C'était aujourd'hui ou quoi? Hier, c'est hier. Hier, ok. Donc, non. On voit bien que... Oui, vas-y, dis-moi. Non, je vais acheter une chose, si c'est permis. Pour moi, ce sont deux questions différentes. Si tu me demandes si je pense que militarisme en Allemagne va revenir, je dis non. Mais ce qui m'inquiète énormément en ce moment, comment dit-on, c'est ce bellicisme, on dit comme ça, un bellicisme? Oui. Un bellicisme en Europe. Ça m'inquiète énormément parce que tout le monde particulier intéressant, c'est très intéressant parce que dans les pays germanophones, ce sont par exemple les Verts qui poussent à la guerre, c'est énorme. Et c'est pour ça que ça, il faut dire ça m'inquiète énormément. Mais un militarisme à comparer avec les années 30, je pense que ça c'est pas la question. C'est le bellicisme européen qui m'inquiète en ce moment. Bon, on va suivre ça. Merci beaucoup, Ulrike. De rien. Et on te retrouve dans les colonnes du courrier. C'est ça, exactement. Et on te retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Merci, à bientôt.